tourisme marocain. Donc, comme on le sait, l'industrie touristique est quand même au centre de l'économie au Maroc. Et là, depuis quelques années, on voit le sport venir se greffer de plus en plus au niveau de ces événements et donc du tourisme. Donc, on a le plaisir d'avoir Merim El Broji, qui est pardon, fondatrice de MTO Travel Consulting, et donc dans le tourisme, et Hetman Ibn Razala, qui porte la double casquette aujourd'hui. Donc, deux fondateurs d'Iktichef Travel, donc dans le tourisme, et de GC Sport, l'agence d'événementiel sportif. Donc, on va commencer par Myriam. Si vous pouvez nous dire un peu comment vous rebondissez après le Covid et comment se porte l'industrie touristique ces derniers mois, je ne veux pas dire ces dernières années, mais ces derniers mois déjà. Bonjour tout le monde. Donc, voilà, donc c'est Myriam Brogi. Donc, je suis effectivement la directrice de MTO Travel Consulting. Et donc, on est déjà une agence de voyage spécialisée dans les miles, dans les corporates, dans le tourisme. On existe depuis 15 ans maintenant sur le marché marocain. Alors, effectivement, on va dire que le Covid, donc voilà, on est d'accord que les 2 ans de Covid ont été. Mais alhamdoulilah, je pense que après le Covid, on a recommencé, on a repris, on pensait que le rythme allait être plus faible, mais alhamdoulilah, on a repris vraiment d'une manière très intéressante, avec bien sûr toute la nouvelle structure et voilà, la nouvelle mentalité touristique qui a complètement changé, des habitudes qui ont changé, beaucoup de choses. Mais alhamdoulilah, on a très, très bien repris. Maintenant, il faut dire que voilà, on n'a pas facilité parce qu'on a effectivement eu probablement de terre. Et puis, il y a la guerre, malheureusement, qui a ralenti à nouveau un petit peu l'activité touristique. Donc, avec des animations, des programmes, au niveau de la programmation des groupes qu'on avait sur les 6 mois à venir. Voilà, donc on a un peu moins de visibilité sur les prochaines dates. Donc ça ralentit, mais voilà, on est une industrie qui subit malheureusement tout, mais voilà, on reste très motivé, on reste très optimiste. Et voilà, donc on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, il y a toute une nouvelle partie ou une nouvelle industrie qui est en train de voir le jour et ça nous permet effectivement de rester motivés et de dire que l'avenir sera meilleur, Inch'Allah. Merci. Alors, Esmen, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ta vision des choses? Est-ce que le tourisme est revenu à son niveau d'avant? Bonjour Zineb, bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous. Écoute, pour répondre vraiment très directement à ta question, je dirais que oui, largement, le tourisme est revenu à ses niveaux d'avant, il les a même dépassés. Les statistiques répondent à cette question à ma place et on a carrément dépassé les niveaux de 2019, tant en volume qu'en valeur, et en valeur plus qu'en volume, puisque... Alors, comment on explique ça? Eh bien, le Maroc a bénéficié d'une certaine exposition, que ce soit pendant le Covid, après le Covid, avec différents événements comme la Coupe du Monde notamment, et le travail qu'a pu réaliser l'industrie du tourisme notamment, à travers ces différents acteurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. Et donc tout ça a fini par porter ses fruits. Et donc, c'est une destination qui est de plus en plus envisagée par des voyageurs du monde entier. Les destinations, les pays émetteurs traditionnels sont toujours au rendez-vous, mais il y en a de nouveaux qui apparaissent tous les jours pratiquement. Donc, il y a peut-être aussi certains pays émetteurs qui sont moins dynamiques qu'avant le Covid. C'est peut-être le cas de l'Allemagne, mais c'est largement compensé par de nouveaux types de voyageurs, par de nouvelles nationalités, par de nouvelles habitudes de voyage aussi. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, le Covid est carrément derrière nous. Si on devait aussi répondre de façon assez sommaire à la question est-ce qu'on est ressorti du Covid plus fort ou plus affaibli, je dirais carrément plus fort. Ça a permis au secteur de se structurer, ça a permis de se prouver à nous-mêmes qu'on devait redoubler d'efforts pour mieux marketer, mieux vendre la destination. Donc à la limite, le Covid nous a poussé à nous professionnaliser.
Donc ça, c'est concernant la partie touristique. Et concernant la partie sportive, je dirais qu'il y a un peu plus de travail à faire. C'est une industrie qui est encore peu structurée au Maroc. Ouais, on va y revenir sur la partie sportive. On va d'abord introduire avec le tourisme. Alors, Mélim, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées pour justement favoriser la relance de l'industrie touristique qui vous a vraiment marqué? Je parle bien sûr au niveau étatique. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie, effectivement, du Pardon, tourisme. on ne t'entend pas très très bien. Ah, pardon. Et Est-ce que maintenant, c'est c'est mieux? juste de rapprocher un peu le micro ou Voilà. Donc, et là, c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Merci. Alors voilà, donc je disais que effectivement l'industrie du tourisme a toujours travaillé de différentes manières et effectivement, il y a effectivement la partie étatique, mais aussi toutes les associations. Donc par exemple, Esmane et moi faisons partie d'une association, le MTN, où on a dû effectivement travailler pendant les 2 ans de Covid sur différents projets, d'accord? Et il y a aussi, le travail qui a été fait par l'ONLP, d'accord? Pour effectivement directement, c'est vrai qu'il y avait toute une stratégie, qui était déjà prévue, qui a été travaillée et qui a été, je pense que c'est Terre de Lumière, etc., où effectivement, dès la sortie du Covid, on a eu effectivement des campagnes publicitaires promotionnelles sur le marché marocain un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, sur le marché anglais, le marché français. Donc effectivement, comme a dit Esmane tout à l'heure, il y avait toute une structure, il y a toute une industrie qui a été créée, une stratégie et qui a permis au Maroc effectivement de retrouver directement un dynamisme et directement, voilà, comme s'il n'y avait pas eu les 2 ans de Covid. Et alhamdoulilah, on a travaillé, mais c'est chaque fois les associations de leur côté, l'État, l'ONLP, donc il y a plusieurs, dans le tourisme, il y a effectivement plusieurs entités qui travaillent chacun de son côté, mais qui arrivent à donner des résultats, alhamdoulilah, qui sont intéressants. Ok, merci. Donc maintenant, on va introduire un peu l'industrie sportive et ensuite on fera le pont entre les deux. Donc je redonne la parole à Esmane. Est-ce que tu peux nous parler de comment se porte l'industrie sportive et est-ce que le Covid a eu des conséquences et comment on se porte après toute cette période? Alors, le Covid avait mis à plat l'industrie de l'événementiel sportif, en tout cas. Le sport, en règle générale, a pris un coup, notamment pendant les périodes de confinement, mais l'événementiel sportif a pris un coup dur. Et malheureusement, j'ai envie de dire, par rapport à l'industrie touristique, le Covid n'a pas permis au sport de se structurer autant qu'a pu le faire l'industrie du tourisme. Il faut dire que ce ne sont pas des industries aussi matures l'une que l'autre, surtout au Maroc. Et donc, plus une industrie allait être mature, organisée, structurée, représentée, et plus elle allait être résiliente et tenir bon le temps que le Covid passe. Ça n'a pas forcément été le cas du Covid, de l'industrie du sport, pardon. Il y a quand même quelques initiatives qui ont été lancées suite au Covid, donc, comme la création de la Fédération marocaine des professionnels du sport, qui est une résultante du Covid même, en quelque sorte, puisque ça n'en était pas à sa première tentative, mais le Covid a réussi à fédérer un peu les quelques acteurs de cette industrie. Mais donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a plus de constats à faire quant à certains obstacles que rencontre cette industrie, quant à un défaut de représentativité, quant à un défaut de perception de cette industrie en tant que telle, et pas juste comme un loisir, mais vraiment comme une industrie créatrice d'emplois, génératrice de revenus, qui peut être aussi utilisée comme un fort outil d'influence. Bon, ça, c'est notre exploit à la Coupe du Monde nous l'a montré, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, tous les Marocains ont pu constater que le sport pouvait être utilisé comme un fort outil d'influence à l'international, être capable de venir influencer des enjeux géopolitiques, de booster des activités économiques. Enfin, c'est vraiment un outil puissant et d'influence et de notoriété et de visibilité. Donc, c'est la Coupe du Monde qui nous a un peu ouvert cette voie. Mais avant cela, on avait encore quand même beaucoup de mal à faire percevoir cette industrie comme une réelle industrie, au même titre que l'industrie des pièces automobiles, l'industrie des télécommunications, des banques, etc., et toutes celles qui peuvent être représentées par des fédérations auprès de la CGEM,
Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du sport. Il y a cette confusion entre fédération sportive et fédération professionnelle c'est complètement différent. Les fédérations sportives sont des fédérations affiliées à des pratiques sportives qui sont, elles, directement rattachées au ministère du Sport, aujourd'hui de l'Éducation nationale et du sport. Et la Fédération marocaine des professionnels du sport, qui, elle, est une association constituée d'acteurs privés qui œuvrent tous au sein de ce secteur. Donc, si je comprends bien, contrairement à l'industrie touristique, il n'y a pas eu vraiment d'action menée par l'État en faveur de l'industrie sportive. Parce que là, la fédération dont tu parles, la FMPS, c'est plus des privés. C'est plus et des les fédérations sportives, ça, c'est des fédérations qui ne sont pas de l'industrie, c'est vraiment du sport. Donc, donc qu'est-ce qui a été fait dans le sens de l'industrie sportive plus que du sport en tant que tel? Exact. En fait, c'est des fédérations de sport en tant que loisir, même si elles ont quand même tendance à se professionnaliser. Bon, pour le football, ce n'est plus du tout une question. C'est un sport qui s'est complètement professionnalisé. Il y en a d'autres où on en est carrément encore au niveau amateur. On n'a pas réellement de représentativité à l'international avec des équipes capables de nous représenter aux Jeux Olympiques ou à d'autres compétitions. Mais donc, même les fédérations ont tendance à commencer à se professionnaliser. Beaucoup d'associations sportives sont en train de basculer en format entreprise, en format SARL, quoi. Donc, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait non plus, parce que justement, le sport dans un pays, ce sont ces deux composantes. Les acteurs privés qui ont un lien avec le sport, mais qui peuvent en fait être dans différents secteurs. La distribution, la fabrication d'accessoires, de matériel, d'équipements ou de compléments alimentaires. Ça peut être des praticiens du sport, des coachs, ça peut être des propriétaires de salles de sport, des personnes qui sont dans les médias, la communication, mais autour du sport. Donc en fait, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Le seul point commun, c'est qu'ils ont au moins une de leurs activités qui est en lien directement avec le sport. Mais à côté de ça, l'État a quand même massivement investi dans les centres de formation, notamment en ce qui concerne le football, dans le repérage de la détection de talents. Donc on ne peut pas dire que l'État n'ait rien fait. C'est juste qu'il y a encore ce déséquilibre, ce décalage entre sport et industrie. Ce qui va peut-être nous poser problème si on veut vraiment être prêt pour la Coupe du Monde, parce qu'on a réellement besoin, pour être un pays mature et capable d'accueillir une Coupe du Monde, d'être un pays où il y a un écosystème sportif diversifié et organisé. Mais du coup, s'il doit être diversifié, on ne peut pas compter sur la Fédération royale marocaine de football seule pour faire de cette Coupe du Monde une réussite. Il faut qu'il y ait un réel écosystème, un tissu de professionnels qui sont chacun dans leur sous-secteur, avec aussi des startups qui vont venir pouvoir innover, pouvoir connecter un peu les fans avec leurs équipes, les fans avec toute l'information qu'il peut y avoir autour des sports qu'ils suivent, faciliter la pratique sportive, faciliter l'accès à l'information sportive. Dans le cadre d'une Coupe du Monde, on parle forcément de stade, faciliter et fluidifier la gestion et l'accès au stade. Donc tout ça, ça va aussi se faire à travers d'innovation, à travers des startups. Et donc, la fédération ne peut pas tout faire. Il faut qu'elle puisse compter sur tout un tas de prestataires. Et la vraie victoire du Maroc en ce qui concerne cet aspect-là, ça serait de pouvoir compter au maximum sur des prestataires locaux et ne pas avoir à recourir ouais. Justement, on va faire la transition là sur le tourisme. Pardon? Est-ce que je pourrais intervenir par rapport à... Oui, bien sûr, bien sûr. Juste le micro et avec plaisir. Voilà, donc... Juste une petite parenthèse pour les étudiants. Sachez que sur le chat, là, la petite bulle de conversation, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et on verra comment les intégrer au débat ou y répondre à la fin. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez. Alors, vas-y. Je sais pas, vous m'entendez là? C'est bien? Oui. Alors, moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas effectivement parler uniquement du football. Alors, parce qu'effectivement, c'est une... Alors, si on parle du foot, effectivement, on peut effectivement parler de l'industrie et on peut parler effectivement de toute l'évolution ou toute la stratégie qui a été mise pour arriver effectivement à aujourd'hui, où le foot marocain. Mais je pense qu'on doit parler effectivement en général de l'industrie
du sport ou sport-tourisme. Parce que si on parle effectivement uniquement de la Coupe du Monde ou uniquement du foot, voilà, donc je pense pas que voilà, donc je pense que la stratégie est déjà mise, que voilà, tout est quasiment voilà, en place où les stratégies sont déjà là pour évoluer. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on doit parler de l'industrie sport tourisme, etc., on doit effectivement parler des différents sports. Et si effectivement aujourd'hui on veut attirer une nouvelle clientèle, et je pense que c'est ça l'objectif, c'est effectivement avoir un nouveau marché et avoir des cibles qui sont différentes euh, au Maroc, c'est effectivement parler des différents sports que le Maroc pourrait développer et que nous pouvons aujourd'hui commercialiser pour attirer des touristes, des nouveaux touristes. Parce que effectivement, il y a la crise, il y a beaucoup de choses, il y a des évolutions, voilà, aujourd'hui il y a la guerre. Et donc, pour effectivement avoir quelque chose de nouveau, c'est très tendance, mais c'est aussi très réel après le Covid, c'est les expériences que les gens ont envie d'avoir et de vivre. Et parmi les expériences qui attirent de plus en plus, c'est les expériences tourisme-sport. Et quand on parle de tourisme-sport, on parle effectivement de tout. Ça serait dommage qu'on résume sur le foot ou qu'on se concentre sur le foot. Le foot fait partie effectivement des sports, mais aujourd'hui, voilà, on peut parler du kitesurf, on peut parler du surf, on peut parler du paddle, on peut parler énormément de sports euh, qui peuvent aujourd'hui faire vraiment partie de produits que nous pouvons commercialiser et qui vont nous ramener des nouveaux touristes aujourd'hui au Maroc. Et qui peuvent, on peut voir ça tout ce qui se passe dans le monde, quand on parle du Barça Madrid, quand on parle, par exemple, effectivement, là on parle de foot, mais les gens font du trekking, font du tennis, voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent effectivement se faire pour que le Maroc devienne une destination sport. Tout à fait. Ben, là, ça nous amène à la question suivante. En fait, on a deux manières de voir l'événementiel sportif au niveau touristique. On a, bon, comme vous disiez, soit les grands événements comme les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les Coupes d'Afrique, etc. Soit le sport, ce qu'on va appeler le sport de plaisir, donc les expériences, etc. Du tourisme lambda. Donc, moi, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'un événement sportif peut mettre en lumière la ville ou le pays qui l'accueille à travers l'un ou l'autre des événements. Donc, je ne sais pas lequel des deux veut commencer avec cette question, mais je donnerai la parole aux deux pour avoir son avis sur la question. Je peux commencer en disant que effectivement, c'est un rôle crucial dans la dynamique que peut avoir un pays ou une ville. Quand on organise un événement sportif, c'est premièrement c'est économique, c'est social, c'est culturel. Alors économique, parce qu'en fait, directement, on va avoir un débouché sur l'hôtellerie, sur la restauration, sur tout ce qu'on peut avoir, donc c'est culturel. Voilà, donc ça, c'est déjà la première partie. Sociale, parce qu'en fait, on l'a vu avec la Coupe du Monde, quand on organise quelque chose, quand le Maroc fait partie de quelque chose, on a effectivement une population qui a envie d'appartenir, voilà, il y a une envie d'appartenance et il y a un truc social comme ça qui se crée, une animation qui est vraiment voilà, qui est unique et les gens ont envie d'appartenir. Donc on a voilà, des gens qui deviennent plus exigeants sur ce qui se passe, qui veulent donner la meilleure image de leur pays, de leur ville, etc. Et puis, c'est culturel. Donc, en fait, on met le point, on met la lumière sur une ville et sur un pays. Et donc, c'est une publicité qui est faite automatiquement pour un pays. Donc, un événement sportif ne peut avoir que un rôle crucial sur la dynamique générale d'un pays. Voilà. Donc, c'est déjà un premier point qui est, je pense, indiscutable. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux t'exprimer sur ce sujet, nous dire comment est-ce qu'un événement sportif fait rayonner un pays ou une ville, ou en tout cas l'environnement dans lequel on est? Oui, alors c'est assez intéressant comme question. Moi, je rajouterais aux deux différents aspects un troisième. Donc, on disait, il y a le sport loisir. Donc, quand on se déplace dans une destination pour pratiquer un sport, c'est du tourisme sportif. Il y a lorsque on se déplace dans un pays pour
pour consommer un sport aussi. C'est-à-dire ne pas le pratiquer forcément. Donc, il y a, il y a les événements sportifs Mhm. auxquels on peut participer, comme les courses, etc. Mais il y a aussi des événements sportifs où on va venir en tant que spectateur uniquement. Donc, c'est un peu les trois différentes catégories. Comme je dirais, il y a les événements où on peut pratiquer sa passion en pleine nature ou dans un cadre bien précis, mais sans qu'il y ait d'événements, comme le kitesurf, comme la randonnée, comme beaucoup d'autres types de sports. Les retraites dont on entend parler de plus en plus, les retraites sportives, les retraites de boxe, les retraites yoga, etc. Donc tout ça, c'est du tourisme sportif. Il y a quand on se déplace pour aller participer à un grand événement sportif, un Ironman, un marathon, un triathlon, etc. Mais il y a énormément de gens, et je pense peut-être même qu'ils sont plus nombreux encore, qui se déplacent pour aller seulement assister à une manifestation sportive. Donc la Coupe du Monde en est un merveilleux exemple, mais il y a beaucoup d'autres événements plus petits, mais qui, combinés, peuvent devenir significatifs sur le plan touristique. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont capables de faire des longs courriers pour un format week-end seulement, pour aller assister à de la Formule 1, un match de boxe, un match de tennis. Donc il y a beaucoup de gens qui font quand même du 5-6 heures d'avion pour aller à Istanbul assister à un événement de Formule 1 ou à Abu Dhabi. Donc c'est assez intéressant comme phénomène à constater. Et quand bien même sur certains de ces phénomènes-là, on n'est pas sur des très gros volumes, on est en revanche sur des voyageurs à très haute valeur ajoutée, avec des paniers moyens qui sont assez délirants lorsqu'on prend en considération le ticket d'accès à l'événement, qui parfois peut être très cher, le billet d'avion, les consommations sur place. Et comme si on a des personnes qui sont capables de prendre un long courrier pour un week-end et de payer plus de 1 000 € parfois pour accéder à un événement sportif, on peut imaginer que l'hôtel qui va aller avec est d'une certaine gamme, les restaurants qui vont avec sont d'une certaine gamme, etc. Donc parfois, on n'est pas sur des très larges volumes, mais on est sur de la très haute valeur ajoutée. Donc ces trois différents types de tourisme sportif, selon moi, sont très intéressants pour le marketing d'une destination. Et je vais prendre un exemple. Vas-y, pardon. J'allais donner un exemple qui peut paraître très spécifique, mais qui est, selon moi, assez parlant. C'est l'exemple des sports de niche, qui sont souvent pratiqués par des grands passionnés. Et alors, quand bien même ils peuvent avoir beaucoup de pouvoir d'achat, ils ont tendance à tellement être passionnés qu'ils ne voyagent qu'à travers leur passion. Ils n'iront pas dans une destination s'ils ne peuvent pas y pratiquer cette passion. Et alors, comme souvent dans ces sports de niche, il y a des espèces de ligues qui se mettent en place. Alors, ce sont des ligues, parfois ce ne sont pas des ligues, ce sont des challenges qu'il faut réussir à réaliser en réalisant certaines prouesses sur différents continents, des choses comme ça. On peut citer le Seven Summit, par exemple, pour les alpinistes, où il faut gravir le mont le plus élevé de chacun des 7 continents. Alors, sur du marché de niche comme ça, sur du sport vraiment de niche, comment est-ce qu'on peut mettre en lumière le pays ou la ville si en plus c'est pas très médiatisé? Eh bien, il faut l'inscrire justement. Alors, comme ce sont des niches, il y a des communautés auprès desquelles il est plus facile de communiquer. Et donc, ce qui est intéressant pour une destination, moi j'ai tendance à le dire d'une façon bien particulière, c'est de s'inscrire sur le calendrier de ces sportifs. Quelqu'un qui définit ses voyages de l'année à travers sa passion, qui va être par exemple le triathlon, s'il n'y a pas de triathlon majeur au Maroc, ou s'il prépare une grande manifestation sur l'année et que le Maroc ne fait pas partie des étapes de cette grande manifestation, eh bien, il n'envisagera jamais de venir au Maroc. Le fait, par exemple, pour le Maroc, de s'être inscrit comme étape mondiale de la World Surf League, de la WSL, c'est une grande prouesse, je trouve. C'est une belle réussite, je veux dire. C'est une belle réussite parce que du coup, c'est un événement qui est très médiatisé et qui est très suivi sur l'année. Et du coup, le Maroc est venu s'inscrire sur le calendrier de tous les surfeurs du monde entier. Aucun surfeur, en tout cas passionné, peut ne pas connaître le Maroc depuis que nous sommes une étape. Alors déjà, on était un pays connu pour le surf, mais depuis que nous sommes une étape incontournable de la WSL, tous les surfeurs du monde entier connaissent le Maroc. Ok, Moi, je donc peux en vous fait, donner dans le sens, c'est à nous de nous inscrire et ne pas à attendre que les Oui, surfeurs viennent. d'accord. Non, il faut absolument faire l'effort. Et là, ce sont des initiatives nationales. Il faut que les fédérations prennent les sujets en main, parfois Alors appuyées. justement, ma question suivante, c'est pour Myriam. Qu'est-ce qu'on attend de l'État, en tout cas des parties prenantes, pour la réussite de
de ces événements ou de faire briller en tout cas le Maroc à travers ces événements? Qu'est-ce qu'on attend d'eux, comme l'ONMT ou d'autres entités? Ouais. Alors, Zineb, je vais juste effectivement reprendre un exemple qui est vraiment parlant. Oui, Avant de pardon, on parler. n'entend pas très très bien. Ah, Il faut. alors, Ouais. je disais que je vais reprendre un exemple qui est vraiment intéressant. C'est Oui. l'étude de Dakhla. C'est la ville de Dakhla. Alors, il faut savoir que Dakhla, c'est un super exemple parce que moi, j'ai travaillé Dakhla il y a plus de 17 ans, d'accord? Il y a déjà 15-17 ans, où je faisais des groupes de 60 personnes. J'ai commencé, je pense, 60 personnes 3 fois par an qui venaient de Bruxelles et qui venaient de France, de Paris et de Bruxelles et qui allaient faire du kitesurf. Pour eux, c'était la meilleure destination parmi les 3 meilleures destinations de kitesurf au monde. Donc, quand ils arrivaient à Dakhla, là, en fait, il n'y avait qu'un seul truc, c'était Dakhla Attitude. C'est le camp de Dakhla Attitude. Alors, pardon. Donc, c'était le camp de Dakhla Attitude. Et donc, en fait, ces gens-là, pendant des années, ils venaient avec vraiment les moyens de bord, à savoir descente. Il y avait descente, des petits trucs. Dakhla n'était pas connu, personne ne connaissait Dakhla. Même les Marocains ne connaissaient pas la destination Il y Dakhla. avait 2 vols par semaine Casa Dakhla à l'époque. Exactement, et les gens devaient faire le Casa, le Paris ou Bruxelles, Casa, dormir à Casa, le lendemain partir à Dakhla avec des horaires incroyables. Mais la destination était tellement merveilleuse pour les kitesurfers que, voilà, les sports, comme a dit Edman, ils allaient le faire. Ça faisait partie de leur calendrier annuel. Et c'est comme ça, donc les kitesurfers ont commencé à parler entre eux de la destination et on est passé de 60 fois 2 sur l'année à des groupes de 40, 50 par mois pour arriver par la suite à 120. Après, en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il fallait développer la destination d'Arlin parce que c'est une destination, c'est une ville qui ramenait effectivement des touristes, qui ramenait des kitesurfers. Donc, on est passé par an, j'ai commencé, je pense, la première année 60, pour arriver à 600, 700, 800 personnes après 2 ans, 2 ans de travail. Donc, c'était vraiment une destination. Et regardez, donc, on est passé d'une destination que personne ne connaissait à aujourd'hui une destination phare qui fait partie de la stratégie tourisme, etc. Donc voilà, Dakhla, qui ne connaît pas aujourd'hui Dakhla, que ce soit effectivement les étrangers, que ce soit les Marocains. Alors, qu'est-ce qu'on attend des politiciens ou des institutions? Pardon, Alors, est-ce que tu peux juste remettre ton micro? Parce que là, vraiment, on entend très très peu. Pardon, Mélanie. Non, c'est pas grave. Alors. On n'entend plus très bien. Et maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux là. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, je disais que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut qu'il y ait une volonté. Et si on parle par exemple de foot, il y a une volonté royale. Il y a une volonté qui fait que effectivement, ça rentre dans les objectifs et dans une stratégie sur 10 ans, sur 20 ans. Voilà, donc ça répond à la question. On attend vraiment quelque chose de l'État pour pousser une région. Mais en fait, c'est comme disait Edmond tout à l'heure, pour s'inscrire dans des événements mondiaux, etc., il faut effectivement une volonté. Et cette volonté, elle doit être premièrement effectivement royale, de mettre le Maroc comme une destination ou comme une industrie sportive touristique. Ça, c'est déjà la première chose. Parce qu'une fois qu'elle est mise, et ben, tout après, vous avez, parce que là, on parle, il faut que le ministre du Tourisme travaille en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, en fait, personne ne peut travailler de son côté pour arriver à des objectifs comme nous, on veut, pour que ça soit vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut que tout le monde se mette autour de la table pour dire qu'est-ce qu'on veut finalement. Parce qu'on ne peut pas, il faut déterminer des objectifs. On ne peut pas avancer sans déterminer les objectifs. C'est quoi les objectifs? Est-ce qu'on veut que le Maroc devienne une destination touristique sportive? Quels sont les sports? On ne peut pas effectivement parler de tous les sports.
c'est quoi les sports qu'on peut mettre aujourd'hui en avant? Après, on a l'avantage au Maroc de faire à peu près de tout. On a la montagne, on a la mer, on a la plaine, on a le soleil, on a Exactement. une grande Mais en diversité même au temps, Maroc. tout à fait. Mais en même temps, on doit faire des choix. On doit Bien. choisir. On doit, effectivement, il y a quelques années, il y a 2, 3 ans, on ne savait pas ce que c'était Ironman. On ne savait pas ce que c'était des compétitions. Là, on parle de Marrakech, on parle de Tanger. Ça avait drainé plus ou moins 800 personnes sur Tanger, sur 3000 personnes sur Marrakech. Donc, voilà, c'est des choses, c'est des sports qui évoluent. Il y a des changements. Aujourd'hui, on parle de paddle. Vous savez, la communauté paddle, ce que c'est dans le monde, est-ce que moi, je suis joueuse de paddle. Demain, je suis prête à faire effectivement 3, 4 voyages pour partir jouer en Espagne, jouer en France, jouer là où je peux apprendre, là où je peux faire des En fait, tournois, là, là où il y a je peux une notion m'améliorer. intéressante aussi de communauté, c'est-à-dire qu'on va aller suivre la communauté là où elle est, à travers le monde, comme les Ironman, Ben les oui. paddles, les marathoniens, etc. Et c'est ça qui fait voyager aussi. Alors, le sport, c'est des niches. Mhm. Ouais. C'est pas effectivement la masse, c'est de la niche. Mais c'est de la niche avec une vraie valeur ajoutée. Et nous, le Maroc, je pense que la stratégie dès le départ, et ça a été vraiment une stratégie depuis Hassan II, c'était d'avoir une destination assez VIP, on va dire. On n'a jamais été une destination de masse. On n'a jamais été une destination, et on n'a jamais eu la volonté d'avoir 60, je ne sais pas, tant de millions. Non, le tourisme qu'on a choisi, c'est un tourisme sélectif, c'est un tourisme de luxe. Est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas le bon choix, c'est pas grave, mais voilà, le choix qu'on a fait, c'est le choix des niches. Et donc, Ok. et le sport, c'est un tourisme de niche. Et donc, on doit effectivement le travailler en choisissant les sports qu'on veut mettre en évidence, où on a la capacité. Parce qu'en fait, il y a deux choses. On veut accueillir les gens, et ben, quand on parle d'accueillir les gens pour une activité, on parle d'infrastructure. On parle qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Moi, je suis joueuse de golf, je suis joueuse de paddle, je fais du triathlon. J'arrive, il faut vivre l'expérience, voir l'expérience de ses clients de A à Z. On lui offre tout ce qu'il peut avoir et tout ce qu'il demande. C'est ça. Donc, au-delà de l'événement, il faut qu'il y ait toute l'infrastructure d'hôtellerie, de vol, de transport. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à accueillir de grands événements, justement? Et c'était ma question suivante. C'est quoi les métiers maintenant qui sont sous tension d'un point de vue touristique et sportif pour accueillir des grands événements et pour accueillir tout le flux en fait qu'on aimerait avoir parce que visiblement l'ONMT a commencé à se tourner vers le tourisme sportif, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'absorber et cette question elle est vraiment orientée pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui parce que je pense que c'est ça qui les intéresse. Qu'est-ce qu'on attend demain sur le marché comme métier aujourd'hui qui nous manque ou en tout cas dont on aura besoin pour avancer et notamment les grands événements qui arrivent comme la Coupe du Monde. Je ne sais pas, Méline, si tu veux commencer. Voilà, je peux effectivement parler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché, très peu d'agences sont spécialisées dans le sport. Quand on parle de sport, ça veut dire que c'est des techniciens qui sont prêts effectivement à réaliser des circuits ou des séjours sportifs pour une clientèle de niche. Quand on parle de kitesurf, on parle effectivement des bagages, on parle de la planche, on parle du transport, on parle de l'hôtel, on parle de tous les petits détails a besoin aujourd'hui pour venir et vivre une expérience magnifique qui lui permettra de revenir. Donc, nous, on a besoin aujourd'hui, je sais que c'est l'avenir, des techniciens qui sont capables d'assimiler toute la partie touristique, mais aussi toute la partie sportive. Quelqu'un, je ne vais pas dire, on devient spécialiste de golf et on ne sait pas comment, on ne sait pas ce que c'est le golf, on ne sait pas comment ça se joue, on ne sait pas comment ça se passe. Alors, Voilà, c'est quoi? C'est des coachs, c'est des managers de ces sports? C'est quoi les métiers on peut dire des techniciens ou des techniciens, consultants qui sont capables de travailler avec des agences de voyage pour effectivement développer des produits spécifiques pour le monde du tourisme et du sport.
Ok, merci. Alors, Etzman, toi qui es plus dans l'industrie sportive oui, et touristique, quels sont les métiers qu'on voit déjà aujourd'hui qui manquent? Et c'est quoi la vision à 2030, on va dire, parce que c'est là où on aura la Coupe du Monde, pour pouvoir absorber tout ça et pouvoir développer notre tourisme en toute sérénité, notre tourisme sportif? Les métiers, ils sont associés à des infrastructures, en fait. Ceux qui manquent cruellement pour l'instant, ce sont des métiers associés à des infrastructures. Donc, je suis tenté pour répondre à la question, je suis tenté de dire des transporteurs, des hôteliers, mais donc en fait, ce qui manque, ce sont des hôtels, ce sont des véhicules. Pour un événement de la taille de la Coupe du Monde, on n'est pas encore du tout suffisamment outillé en termes d'hébergement et de transport. Bon, après, ce n'est pas du tout dramatique parce que la Coupe du Monde est prévue quand même dans 7 ans. Donc, on a largement le temps de se préparer. C'est l'avantage d'une manifestation de cette taille, c'est qu'elle est prévue à de tels horizons qu'on peut, on peut envisager de réels investissements long-termistes pour pouvoir être prêt à l'accueillir. Et on l'a vu au lendemain de l'annonce de l'accueil de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, il y a des projets d'investissement colossaux qui ont été lancés. Donc, que ce soit en termes d'infrastructures purement sportives, comme notamment les stades, comme celui de Rabat qui a été complètement désossé pour être remonté, ou d'hôtels. Ce sont des dizaines et des dizaines de projets d'investissement hôteliers qui sont en cours actuellement au Maroc, et notamment dans certaines villes où il y avait quand même un léger retard. Donc, moi qui suis à Rabat, j'en témoigne. Ici à Rabat, nous avons un retard particulièrement marqué en termes de capacité hôtelière par rapport à une ville qui est censée abriter l'un des principaux stades, par exemple. On l'a vu ne serait-ce que pendant le Mondialito. Très, très rapidement, l'ensemble des hôtels de la ville affichait complet. Bon, il se trouve que le Mondialito a été programmé plus ou moins en même temps que le Trophée Hassan II, qui est aussi l'un des événements majeurs de la ville. Mais du coup, les deux ensemble, ça a complètement fait saturer la capacité hôtelière. Donc, Bon, je ça, pense on que parle d'infrastructure, mais si on rentre dans le vif des métiers, parce que c'est ça qui intéresse un peu les étudiants qui nous écoutent, c'est quoi les métiers d'avenir, et dans le tourisme et dans le sport, ou le mix des deux? eh bien, juste avant là, on parlait de gestion de communauté. Et je suis pas un footeux moi-même. Je joue au foot, mais je ne regarde pas le foot, je ne suis pas le foot. Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec Meriam que c'est très réducteur de ne parler que de foot, mais en fait, étant donné la taille de l'événement qui nous attend, ça reste quand même un super cas d'école. Donc, je vais beaucoup parler de foot malgré moi. Donc, le foot, c'est quand même assez intéressant dans le sens où, autour d'un grand match, il y a énormément de métiers qui se créent. Moi, j'ai organisé beaucoup d'événements sportifs de niche, extrêmement niche. Donc, tout le contraire du foot. J'ai organisé des compétitions de natation en eau froide, j'ai organisé des courses dans le désert marocain, vraiment dans les dunes de sable de Merzouga. Donc, c'est vraiment pas du sport grand public. Mais lorsqu'il s'agit de foot, la gestion de communauté prend tout son sens, puisqu'on parle de communautés de plusieurs dizaines de millions de personnes. Et donc là, il y a tout un tas de métiers qui viennent graviter autour de la gestion de communauté de cette taille. Et à l'ère du digital, il y a de nouveaux métiers qui se créent. Et aujourd'hui, le community management structuré, moi, je ne parle pas de réseaux sociaux, hein. Je parle de plateformes qui vont venir répondre aux besoins des fans de foot, répondre aux besoins des communautés de foot. Donc les supporters de grands clubs sont extrêmement organisés, ils sont structurés, ils ont souvent leurs propres outils. Mais un fan de foot amateur, c'est-à-dire pas un ultra, un fan de foot comme Monsieur Tout le Monde, ce qui représente l'écrasante majorité des fans de foot, a grand besoin d'une plateforme qui va pouvoir le connecter aux personnes qui partagent sa passion, lui montrer où est-ce qu'il peut regarder des matchs dans des endroits sympas. Dans le cadre d'une Coupe du Monde, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a l'accès aux fan zones, toute l'expérience événementielle en fait. Donc là, au-delà du métier, c'est plus la plateforme, ou en tout cas ce qu'on peut leur proposer comme solution, mais les métiers en tant que Exact. tels. Eh bien, c'est le gestionnaire de cette plateforme. En fait, il faut qu'on remette les choses en perspective. On est en 2023, cette Coupe du Monde, elle sera en 2030. Ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire que beaucoup de nouveaux métiers apparaissent, que certains métiers auxquels on a toujours été habitués disparaissent, etc. C'est de plus en plus le cas. Donc aujourd'hui, moi, quand je veux répondre à cette question, je pense qu'au digital, qu'à l'innovation, qu'aux startups. Tout ce qu'on appelle la gestion d'espace, le smart management d'espace, en fait, ce qu'on appelle les smart territories, etc. Tout ça, c'est vraiment au cœur des réflexions du sport de demain, du tourisme de demain. Donc, la plupart des métiers
qui vont pouvoir se créer pour que le Maroc puisse répondre aux attentes de tous ces fans qui vont affluer vers notre pays pour la Coupe du Monde notamment. Mais je le redis encore une fois, ce qui est valable pour la Coupe du Monde est valable pour une course à pied, c'est valable pour des événements de kitesurf, c'est valable aussi pour des grands trails qui se font dans l'Atlas. Mais du coup, pour que le Maroc puisse être prêt à accueillir la Coupe du Monde 2030, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de métiers dans le digital. Et il faut que les jeunes d'aujourd'hui se transforment en porteurs de projets de Sportec pour proposer des solutions de gestion de communautés de footballeurs, pas de footballeurs, de fans de football, pardon, pour proposer des solutions de gestion des stades, pour utiliser la technologie d'aujourd'hui et l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo pour la sécurité dans les stades, pour pouvoir gérer 80 000 personnes ou 97 000, je n'ai plus la capacité exacte du plus grand stade qui est en construction actuellement, mais pour pouvoir gérer l'affluence d'autant de gens en même temps dans un même lieu. On ne peut pas compter sur la façon dont on gère les flux de personnes aujourd'hui au Maroc. Au Maroc aujourd'hui, quand il y a 3-4 vols qui arrivent en même temps, nos aéroports sont saturés. On n'arrive pas à gérer, il y a des queues interminables. Il y a un gros problème de gestion. On l'a vu dans les derniers matchs qui ont été. Quand il y a eu le match amical avec le Brésil qui a été joué au Maroc, je n'ai pas pu m'y rendre moi-même, mais je connais beaucoup de gens qui ont été qui se sont rendus à Tanger pour y assister. Ils ont salué certains aspects de l'organisation qui se sont améliorés et ils ont déploré l'accès au stade. C'est très mal organisé, c'est pas structuré, les supporters sont traités comme du bétail, le personnel et les autorités leur parlent mal, on leur indique mal, c'est mal indiqué déjà, ou voire pas indiqué. Ensuite, on leur indique mal où est-ce qu'ils doivent se diriger. Alors qu'aujourd'hui, la technologie peut nous permettre de fluidifier ça de façon à ce qu'en fait, il n'y ait presque pas de queue, que ça soit agréable, que le digital associé à tout ça peut permettre d'améliorer l'expérience avec de la réalité augmentée, avec proposer des services qui sont adaptés aux besoins de chacun, puisque grâce au smartphone du fan, on sait ce qu'il aime boire, manger, enfin, grâce au digital, on peut avoir un niveau de data sur les supporters qui est extrêmement élevé. Et donc aujourd'hui, il faut proposer des solutions qui utilisent toute cette data pour personnaliser l'expérience d'un fan qui vient voir un match de foot au Maroc. Si d'ici 2030, on n'arrive pas à créer des dizaines et des dizaines de startups, pourquoi je dis des dizaines et des dizaines? C'est parce que sur le lot, il y en a plein qui échoueront. C'est comme ça. Non, il faut plutôt encourager nos étudiants et leur donner espoir d'être porteurs de projets et d'aller dans l'innovation. Oui, non, mais mais Edman, je vais compléter effectivement ce que tu es en train de dire. Le micro, par exemple... Ah, d'accord. Et maintenant, ça va? Alors, je disais que je vais compléter effectivement ce que Edman disait maintenant, c'est qu'effectivement, quand on a voulu organiser le Ironman à Tanger, d'accord? En fait, c'est une obligation. La plateforme était une obligation. Ce n'était pas un cahier bien précis. Ouais. Ah non, ça veut dire qu'en fait, l'organisateur obligeait une plateforme pour gérer tout le travail, pour gérer la partie hôtelière, pour gérer effectivement les arrivées, les départs, que le client il quitte l'hôtel, il devait appuyer sur un truc pour dire qu'il arrive, comme ça il n'y a pas beaucoup de trafic, comme ça les vélos sont prêts, comme ça les trucs. Donc en fait, effectivement, c'était nouveau pour nous. Par exemple, pour moi, personnellement, c'était nouveau. Il fallait que je cherche effectivement chez qui je pouvais trouver une plateforme, avec qui je pouvais créer, etc. Donc, effectivement, ça, c'est l'avenir. Il n'y a plus personne qui travaille. Donc, on ne va pas parler de email, de tableau, de Excel, etc. Je pense que c'est hyper dépassé. Et effectivement, c'est toute la technologie que les jeunes aujourd'hui vont présenter et doivent réfléchir pour trouver des solutions pour chaque sport et pour chaque activité. Parce qu'effectivement, ils sont dépassés. Je veux dire, eux, par exemple, voilà, quand on parle de kitesurf, là, on parle déjà des structures qui sont déjà faites, etc. Les plateformes, ils t'obligent. S'ils veulent signer, si on veut aujourd'hui travailler et organiser l'Ironman, on est obligé d'avoir des plateformes, on est obligé de travailler avec des gens qui sont dans l'IT pour nous faciliter les choses. Mais pour eux, c'est hyper important parce que c'est de la data. Ça leur permet de savoir qui est là, qui est parti, qui sort, qui revient, les habitudes aussi. C'est de la data, c'est de la sécurité, ça élève le niveau d'exigence, tout ça est bon. Donc voilà, donc effectivement, les métiers de l'avenir, c'est tout simplement un mélange de sport, de connaissances de sport, de l'IT, de la technologie, du tourisme,
Donc, c'est les trois. Avant, il y a 20 ans, voilà, c'était, moi, quand je sortais, c'était tourisme et marketing. Il Tout y a à 20 fait. ans, c'était ça. Aujourd'hui, eh ben, on rajoute à ces deux-là, on rajoute le digital et du Aujourd'hui, marketing on digital. peut plus Voilà, fonctionner sans digital, ouais. exactement, c'est ça, exactement. Bon, en Alors, tout on cas, parle beaucoup de digital, mais enfin, il faut quand même rappeler que les projets les plus pointus et ceux qui viennent vraiment le plus améliorer l'expérience d'un touriste sportif, y compris spectateur, ce sont parfois des solutions qui utilisent le digital, parce que de toute façon, il est partout, mais il y a une application physique. Tout à l'heure, j'ai rapidement parlé de l'intelligence artificielle appliquée aux caméras, qui permettent tout un tas de choses absolument merveilleuses, notamment en termes de sécurité, mais pas que. Parfois, c'est aussi en termes d'orientation, en termes de prévention de goulot d'étranglement quand il y a trop de monde, et du coup fermer des accès pour éviter que ça n'empire et orienter les gens vers d'autres accès en temps réel. Donc, le AI appliqué à la caméra, ça permet des choses merveilleuses, mais parfois, c'est des choses encore plus physiques. Typiquement en termes d'impression aussi. Moi, j'ai rencontré récemment, à travers une personne qui nous regarde aujourd'hui, je pense, hein, qui s'appelle Sophia Touti, qui est dans le sport aussi. Et j'ai rencontré une personne, donc c'est un Belge. C'est un Belge qui était dans les métiers d'impression avant. C'était un imprimeur. Et il s'est digitalisé, il est passé en mode startup en proposant toute une solution intégrée de QR code sur ses billets. Alors, il propose déjà des solutions de sécurisation de ces billets assez poussées, en termes d'hologrammes, en termes de tout un tas de choses, qui font que la fraude est de plus en plus limitée. Ce qui limite parfois certains scandales, comme il y a pu y en avoir sur un match. Alors, c'était pas le PSG, c'était Liverpool-Real, mais C'était à à Paris. Paris, c'était à Paris, ouais, Ouais, c'était à Paris, mais ouais. Il y a eu ouais, c'est des la fraudes finale. monumentales où beaucoup des gens qui avaient acheté leur billet se sont présentés au stade et on leur a dit, mais votre billet a déjà été validé en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont hacké les billets, qui ont pu en faire des faux pour pouvoir c'est accéder au vrai qu'en stade. principe, digitalisé, ça assure un peu plus de sécurité, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un hacking. C'est ça, exactement. Donc lui, il propose ces billets très sécurisés, mais surtout, ce qu'il propose, c'est une application qui permet tout un tas de choses. Tout un tas de choses en termes de pour proposer des services complémentaires à ceux qui détiennent leur billet. Parce que l'avantage de pouvoir tracer quelqu'un qui a un billet, et c'est pas juste. Et alors pourquoi un billet physique? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de billet physique aujourd'hui. On peut acheter son billet, avoir le ticket électronique et présenter son téléphone au portique d'entrée. Mais avoir un billet bien imprimé, joliment imprimé, ça permet, il y a de l'affect dedans. Ça permet d'avoir un souvenir de cette expérience qu'on a vécue, surtout lorsqu'il s'agit d'un match de Coupe du Monde. On veut garder le billet comme souvenir, on veut certainement pouvoir le placarder quelque part. Et donc lui, il a imaginé énormément de choses autour de ces billets-là. Déjà, tout à l'heure, j'ai parlé rapidement de réalité augmentée. Lui, son billet, avec son application, quand l'application reconnaît le billet, ça peut faire apparaître à travers l'écran du téléphone, par exemple, les principales actions du match. Dès que l'écran du téléphone repère le billet, il peut mettre vous savez comment fonctionne la réalité augmentée, hein, c'est comme dans Pokémon Go. On voit tout de suite les meilleures actions du match sur son écran. Ça peut être super sympa, ça. Donc, dès qu'on le filme, on peut voir les principales actions du match, on peut voir certaines choses, on peut voir du contenu qu'on a créé nous-mêmes lorsqu'on s'est rendu au stade ce jour-là. Donc, ça, c'est par rapport au billet. Mais après, une fois qu'on l'a acheté, eh ben, la plateforme, cette plateforme digitale qui a été développée, sait que tel jour, on va être à tel endroit, puisqu'on va se rendre sur le lieu du match. Donc, tout de suite, on peut commencer à proposer à ce spectateur, donc à ce fan, on peut lui proposer des hôtels, on peut lui proposer des solutions de transport, de l'aéroport vers son hôtel, mais ensuite de l'hôtel vers le stade. On peut lui proposer, enfin après c'est En sans fait, fin. on lui facilite l'expérience, son expérience, quoi. Exactement, on l'améliore, on la lui facilite et on l'améliore. On Donc l'améliore. et tout ça à travers un billet physique. Donc, faut pas penser. Alors, nous, on a quand même on a une grosse marge de progression en termes de full digital, des applications, des plateformes en tout genre, etc. Des annuaires aussi, des applications de matchmaking, par exemple. Mais parfois, il faut penser à certains besoins des voyageurs, des sportifs, des fans, auxquels on peut répondre avec des solutions physiques.
Donc, je pense que aussi pour qu'on puisse être prêt à accueillir la Coupe du Monde 2030, et je refais le parallèle avec tous les autres sports, c'est-à-dire que si on est prêt à accueillir une Coupe 2030 de façon professionnelle, carrée, moderne et tout, c'est qu'on sera également prêt à faire vivre de belles expériences sportives pour tout un tas d'autres sports, notamment tous les sports Disons de que compétition. dans le cadre de la Coupe du Monde 2030, on aura mis en place déjà pas mal de choses et on capitalisera là-dessus. Exactement, on pourra capitaliser là-dessus pour le reste. Donc, Ok. pour qu'on puisse être prêt, ce que je voulais terminer là-dessus, il faut absolument, absolument que nos décideurs, nos jeunes qui vont innover, qui vont entreprendre, les consultants, les chercheurs, il faut que tout ce monde-là puisse voyager au maximum. Il faudrait même que ce soit ça, peut-être, le soutien étatique. Il faudrait organiser ce que nous, dans le tourisme, on appelle des éductours ou des fun tours, c'est-à-dire des voyages pour se familiariser avec certaines pratiques, avec certaines méthodes, certains services, certains produits, pour qu'on puisse aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et pouvoir l'importer ici, l'adapter à notre marché, peut-être même l'améliorer, etc. Il faut absolument que les gens puissent aller s'inspirer, parce que pour l'instant, l'expérience aéroportuaire et l'expérience aux abords du stade, il faut absolument la révolutionner pour que ça puisse fonctionner, parce que sinon, ça serait chaotique. Là. Ben oui, on l'a vu dans le cas du Qatar. Toutes les personnes qui sont allées, la première chose qu'elles ont retenue, c'est entre le moment où l'avion s'est posé et le moment où je suis sortie, ça a pris 10 minutes ou 15 minutes. Mm. Et ça, c'est tout de suite le premier, comment dire, le premier contact avec le pays d'accueil. Et Exact. c'est ça qui Bon. favorise Et ensuite je le pense, tourisme. Zineb, je ne sais pas, même si tu serais d'accord avec moi, mais c'est exactement comme on travaille aujourd'hui par rapport aux ateliers, par rapport à le ministère du tourisme, la CNT, etc. C'est que aujourd'hui, en fait, le but, c'est de travailler. On ne parle pas de sport, on parle de tourisme. C'est de parler, de voir toutes les expériences de A à Z que le client vit chaque fois qu'il vient pour le corporate, chaque fois qu'il vient pour le tourisme sportif, pour le MICE, pour n'importe quelle destination, pour n'importe quel objectif, c'est de travailler l'expérience de A à Z et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et par rapport à ça, effectivement, par la suite, voir avec le ministère et qui peut faire quoi. Donc, quand on te dit, voilà, l'expérience de A à Z, ça veut dire, j'arrive à l'aéroport, je viens pour une réunion de 3 jours ou d'un salon, je viens pour 3 jours, j'arrive à l'aéroport de Casa, je veux prendre le bus. Un commercial doit prendre le bus, il n'est pas obligé de prendre un taxi. Est-ce qu'il y a les bus? Non. Je suis à Casa, je veux prendre un Uber, est-ce que ça existe? Non. Si ça existe, comment ça se passe? Ben, je suis dans un Uber, il y a des taxis qui arrivent, c'est la cata. Est-ce que pour un touriste, est-ce que c'est une expérience qui peut être normale? Non. Donc, on regarde qu'est-ce qui va pas et comment on l'améliore. Et c'est ce qu'aujourd'hui fait la CNT avec le ministère du Tourisme, avec même fait partie effectivement de ces ateliers pour améliorer l'expérience. Et je pense que pour le sport, c'est pareil. Quelqu'un qui va venir pour le kitesurf, pour le golf, qu'est-ce qui ne va pas de A à Z? Comme a dit Etman, l'entrée au terrain, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Comment on peut résoudre le problème? Et c'est en faisant les expériences avec toutes les erreurs qui sont là, on n'arrive pas pour le moment à travailler. Pour le simple match à Tanger, les gens ont dû dormir dans la rue. Il n'y avait pas d'hôtel. Et même les gens qui avaient réservé sont arrivés, il n'y avait pas d'hôtel. On parle d'un match Maroc contre je ne sais pas qui, Brésil, là où là, je ne sais pas quoi. Voilà, c'était gestion zéro. Effectivement, l'ambiance superbe, le terrain super, etc. Les gens ont dû marcher je ne sais pas combien d'heures. L'entrée était difficile. Les hôtels n'étaient pas, il n'y avait pas assez d'hôtels. Donc, c'est vraiment de vivre l'expérience et de noter tout ce qui ne va pas. Et on ne peut plus fermer les yeux sur des expériences. On doit savoir qu'est-ce qui ne va pas et travailler et donner la responsabilité à chaque ministère. Parce que là, on ne parle pas du ministère du Tourisme. On parle de l'infrastructure, on parle du tourisme, on parle de plusieurs choses qui doivent intervenir pour améliorer cette expérience. Donc, bon, l'avantage qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec les prises de parole sur Internet, c'est que toutes les expériences maintenant sont transmises. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il le dit. Donc, on a un retour d'expérience beaucoup plus fluide et beaucoup plus ouvert qu'avant. Mais la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce retour d'expérience?
aujourd'hui. Eh ben, c'est Parce la question que je que, te posais voilà, tout à l'heure. Il y a les privés, vous, qui allez apporter des solutions, mais il y a aussi et surtout l'État qui, lui, va prendre les grandes décisions stratégiques qui vont découler sur tout le reste. Mais l'État ne c'est peut pas prendre les décisions concernant un secteur donné sans le soutien de professionnels. On ne peut Bien pas sûr, partir du bien sûr. Bah oui, il faut l'État transmettre. Ouais. à la connaissance terrain. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, on bénéficie d'un super momentum dans le tourisme où le public et le privé travaillent de concert pour essayer de trouver des solutions à différentes problématiques qui sont nouvelles et d'autres qui traînent C'est depuis comme des ça qu'on décennies. avancera. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'on a commencé à travailler de concert que ça va tout de suite donner des super résultats. Il va y avoir beaucoup de bugs, beaucoup de Non, mais zones de il faut flottement, commencer. mais Il c'est un faut bon début. initier des. Exactement. Il faut absolument l'initier. Et dans le cadre du sport, je pense que ça ne se fait pas encore du tout pour l'instant. Non. Et c'est ça qui est dommage. Il faut vraiment créer le plus de ponts possible entre les privés et le secteur public pour que le secteur public puisse solliciter le secteur privé euh, lorsqu'il s'agit de conduire de nouveaux projets, lorsqu'il s'agit d'investir dans de nouvelles infrastructures. Moi, j'ai assisté à certaines discussions dans des sports que je ne maîtrise pas forcément, mais comme j'ai organisé des compétitions dans ces sports-là, j'ai eu à m'y pencher de près. Et dans la natation notamment, moi j'ai vu le top management de la Fédération royale marocaine de natation qui se plaignait de voir de gros investissements dans des infrastructures pour des piscines municipales notamment, ou des piscines censées pouvoir accueillir certaines manifestations sportives, notamment officielles, notamment internationales. Et après que les millions aient été dépensés, on se rend compte que la piscine n'est pas aux normes. Et donc, elle ne peut absolument pas accueillir de manifestations internationales. Donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais il y en a beaucoup. Et du coup, je pense qu'il y a ce qu'on a atteint aujourd'hui dans le tourisme, on en est très, très, très loin dans le sport. Et c'est absolument là-dessus qu'il faut commencer à travailler dès maintenant pour Ben, faut pas que oublier que l'économie marocaine. l'apprentissage... et ça aussi, et ça, Edmond, Comment? aussi, c'est super de dire que c'est un des métiers d'avenir. Un des métiers d'avenir, Exactement. c'est que effectivement, les gens ne sont pas experts dans tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple un ministère décide de rénover, etc., et qui n'a pas l'expérience, et pourquoi il ne se fait pas aider? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui des gens qui sont spécialisés dans les sports et dans les techniques. Donc il y a la technicité et il y a le sport. Et ben ça, c'est le message qu'on va Là, transmettre tout à aux fait. Donc ça, c'est étudiants un qui nous métier. écoutent. Voilà, effectivement, ça c'est un métier qui peut être intéressant. C'est de dire, moi, je suis quelqu'un qui connaît pour la natation, qui connaît tous les détails, qui connaît tout ce qu'il faut pour qu'effectivement, on devient un sport international. Et voilà ce qu'il faut. Voilà, donc c'est des consultants dans les sports et qui peuvent effectivement aider les ministères, aider les gens et qui doivent connaître ces gens-là, doivent avoir effectivement des contacts à l'étranger. Parce que pour avoir un dossier ou pour avoir un événement qui se fait aujourd'hui au Maroc, il y a tout un dossier qui doit être monté, il y a toute une structure. Et c'est ces gens-là, c'est ces experts-là que nous n'avons pas aujourd'hui. Dans le foot, oui, ben, il y a une personne qui est derrière et qui fait tout, mais dans les autres sports, ce n'est pas le cas. Ce Et n'est même pas dans le le cas. foot, Donc, est tellement large qu'il y a aussi un manque oui, d'experts. tout Aujourd'hui, à ce qu'il nous fait, oui. faut davantage d'ailleurs au Maroc, c'est de la formation dans le sport. Aujourd'hui, on a la chance d'être réunis aussi aujourd'hui grâce à des programmes de formation académique sportif et de management sportif portés par Sports Management School. Mais c'est ce qu'il nous faudrait davantage. Il faudrait que ce soit beaucoup plus soutenu aussi par l'État. La formation dans les métiers du sport devrait être aussi beaucoup plus mise en lumière, beaucoup plus soutenue, beaucoup plus financée, etc. Parce que ces experts dans le sport ne vont pas venir d'ailleurs. Il faut absolument qu'ils puissent être formés ici. Le sport, comme le tourisme, est très empreint de la culture locale. On ne peut pas venir copier-coller ce qui a pu marcher à l'international. Parfois, ça ne marche pas d'ailleurs. Hein. Souvent, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument développer la formation. Aujourd'hui, dans le tourisme, d'ailleurs, c'est un grand cliché. On dit que ce qui fait défaut d'ailleurs aujourd'hui et ce sur quoi il faut absolument investir, ce sont les ressources humaines. C'est la formation et notamment la formation continue. Bon, on a le réflexe de la formation initiale, mais ensuite, il y a aussi la formation continue ou les programmes de formation exécutive. Mais dans le tourisme, dans le sport, ça en est encore assez balbutiement. Il faudrait insister beaucoup plus là-dessus sur les formations de managers sportifs.
Parce qu'encore une fois, lorsqu'on parle de formation sportive, beaucoup de gens pensent au sport-études, par exemple. Ils réalisent pas qu'en fait, il y a tout un tas de filières professionnelles du sport. Alors qu'ailleurs dans le monde, notamment en Allemagne, qui est quand même assez développée là-dessus, et bien sûr aux États-Unis, il y a des formations et des formations parfois très spécifiques dédiées au sport. C'est tellement spécifique, il y en a tellement, c'est tellement développé qu'ils arrivent à rentrer dans des spécialisations très pointues, très précises. Bon, nous, si on pouvait avoir juste des personnes qui recevaient des programmes de formation généralistes, mais dédiés au sport, ça permettrait d'avoir les experts dont parlait Myriam à l'instant. Bon, ça me fait faire la transition sur ce que je voulais dire. Justement, ça donne beaucoup d'opportunités là aux étudiants. Il y a justement SMS qui propose des formations dans le domaine du sport et du tourisme pour justement développer ces deux secteurs. Donc voilà, l'information est passée. On a débordé sur le temps. C'est hyper passionnant. J'aurais bien passé encore 2 heures avec vous parce qu'on a des milliards de choses à dire. On est tous hyper passionnés. Ah oui, un grand message aussi pour tous les étudiants qui nous écoutent, que ce soit le tourisme ou le sport, c'est des métiers de passion, c'est des métiers de terrain, c'est des métiers de contact. Enfin, là, je parle d'un point de vue un peu personnel. Moi, ça me passionne et c'est vraiment amusant en fait comme métier, même si c'est difficile. Donc, on a envie de vous encourager à aller dans ce sens. On a envie de vous dire, allez-y. Hein, je vois Mélim qui fait un sourire. Je pense qu'elle est d'accord. Ben oui, à qui vous le dites, à qui vous le dites. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des métiers super sympas où il y a encore énormément d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire. Le terrain est encore pas complètement vierge, mais en tout cas, il y a encore beaucoup d'opportunités. Comme disait Etzman tout à l'heure, on a besoin de porteurs de projets, on a besoin de marketeurs, on a besoin de start-upers pour faire avancer ces deux secteurs. Donc là, comme on a beaucoup dépassé sur le temps, on va laisser la parole aux étudiants. Je vois beaucoup de messages sur le chat, mais pas vraiment de questions. Il y avait tout à l'heure une question entre c'est quoi la différence entre marketing sportif territorial et marketing territorial sportif. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je ne sais pas. Je suis surtout pas sûr qu'il y ait une différence. Ok, donc on va passer là-dessus. Sophia qui demandait la start-up, on a parlé. La différence entre marketing sportif territorial, donc c'est d'abord du marketing qui est territorial, ou du marketing territorial, mais qu'on applique au sport. Bon, non, honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura une grande... On en a parlé. Un événement sportif peut participer à la transformation d'un territoire en une destination touristique. Oui, c'est tout ce dont on a parlé. Est-ce que le Maroc peut créer son identité sportive selon les infrastructures disponibles? Et quel est le meilleur sport selon vous qui peut être le meilleur sport identitaire du Maroc? Comme aux États-Unis, on a le football américain, bah, on revient toujours au foot. Je me permets de répondre à votre place, mais si vous voulez y répondre, la course de demi-fond. Alors oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est une différence. Ça veut dire que le foot, c'est le sport populaire marocain. Mais si on doit faire du Maroc une destination sportive, non, je dirais effectivement, on a la course aujourd'hui. Oui. La course, le marathon, l'Ironman. Qui est un sport de masse, il faut le rappeler. Donc, c'est tout de suite. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Là, on est vraiment, c'est un sport qui devient de plus en plus sympa. Là, on a le marathon de Marrakech, de Rabat, de Casa, de Tanger. Et effectivement, vous avez déjà, c'est du tourisme interne, puisque vous avez effectivement beaucoup de Marocains qui se déplacent pour les marathons et qui prennent la famille, qui prennent les enfants, qui s'y mettent. Voilà, vraiment, c'est vraiment la course, le Ironman et tout ça, c'est vraiment la masse, c'est vraiment des sports de niche, mais en même temps des sports de masse, et qui drainent beaucoup de clients et beaucoup de touristes en interne et en externe. Donc, effectivement, s'il y a des sports qui peuvent être développés, on a ça, on a le kitesurf et le surf, on a le golf. Le golf est une destination... L'Oriental s'est positionné comme une destination golfique. Alors, c'est une destination golfique, ça veut dire qu'effectivement, le Maroc... maintenant, il y a deux choses. Ça veut dire que le Maroc, au niveau infrastructure golf, est vraiment top, parce que dans chaque ville, on a des golfs qui sont magnifiques. Magnifiques. Donc, ça veut dire que quand le joueur vient, waouh, super parcours. Maintenant, est-ce qu'on a mis en place la stratégie nécessaire ou la stratégie qu'il faut pour ramener le nombre de personnes? Est-ce que l'objectif a été atteint? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marrakech aujourd'hui,
on a par exemple, je ne sais pas combien de parcours, mais on a, je pense, une dizaine ou une douzaine ou un peu plus de parcours, Il y a au moins 9 mais parcours. ouais, plus, et qui ne fonctionnent pas comme il faut. Pourquoi? Est-ce qu'on a mis une stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie tarifaire? Il faut savoir que le Golfe, on est vraiment une destination qui est en concurrence avec le Portugal et l'Espagne. Mm. D'accord? Et que les gens, quand ils font un Paris-Lisbonne ou un Paris-Malaga, on a les vols qui coûtent absolument rien. Alors que s'ils doivent faire aujourd'hui un Paris-Casa ou un Paris-Marrakech, on est à 4 000, 5 000 dirhams. Donc voilà, il y a effectivement toute l'infrastructure qui est là, mais est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise? Est-ce qu'il y a une volonté derrière? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait entre les compagnies aériennes, entre l'ONMP, entre les agences de voyage, entre le ministère, etc. C'est ça, après, qui est difficile où le constat n'est pas très sympa, parce qu'effectivement, il n'y a pas une stratégie qui est claire et qui est faite. On a tout, l'infrastructure est là, la volonté était là au départ, mais après, ça n'a pas suivi. Parce que pour offrir aujourd'hui un parcours de golf à 650 dirhams, plus la voiturette, plus machin, en Espagne, c'est 45 euros. En Portugal, c'est 50 euros. Pourquoi monsieur viendrait au Maroc et n'irait pas au Portugal ou n'irait pas en Espagne? Voilà, donc Donc, si on en revient à la question, ça serait quoi notre identité? Ça serait encore le foot? Non, le foot, c'est notre sport populaire. Je veux dire, oui, mais je veux dire, si on doit développer les segments, on est prêt à développer au moins 6-7 sports. Moi, je dirais vraiment 6-7 sports. Parce que le foot, finalement, on le joue, le Marocain le joue. Mais on n'attire pas aujourd'hui, le touriste ne vient pas pour jouer au foot chez nous. Hein. Non, exact. non c'est vrai. On va voir ce que peut faire. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui vient voir Raja et Wydad jouer. Oui, non, c'est pas vrai. Le Marocain qui prend. C'est pas le Marocain qui va aller voir Barça et Madrid. Je veux dire, le foot, c'est un sport populaire qu'on adore, que tout le monde adore. On adore notre équipe, c'est différent. Mais ce n'est pas un sport qui attire aujourd'hui des touristes au Maroc. Du tout. La Coupe du Monde, l'événement pourrait attirer. C'est des événements sportifs qui attirent effectivement des touristes. Mais ce n'est pas le foot en lui-même. Aujourd'hui, on n'a pas les équipes qu'il faut pour que les gens se déplacent pour venir voir un match. On n'est pas encore là. Par contre, ils vont se déplacer pour venir faire du kitesurf, pour venir faire du golf, pour venir courir, pour venir faire une expérience yoga, pour venir faire, je ne sais pas, il y a énormément de sports. Il y a au moins 7-8 sports qui peuvent être développés facilement et qui peuvent vraiment faire partie des circuits internationaux. Oui. Ou au-delà des grands événements sportifs, il y a aussi des sports comme les sports de montagne, par exemple. Où là, ça sera plus difficilement axé sur des grands événements, mais en termes de volume, on peut atteindre des sommets. Le Maroc se prête énormément à la randonnée. Randonnée, ouais, c'est vraiment un secteur qu'il faut développer et structurer parce qu'on a tout pour ça. Millions de randonneurs qu'on peut accueillir. En étant comme ça à la porte de l'Europe et à 3 heures de route, à 3 heures de vol, pardon, et avec un climat qui est beaucoup plus clément qu'en Europe pendant une bonne partie de l'année, ce sont des millions et des millions de randonneurs. On a vu après le confinement, même le tourisme interne s'est mis beaucoup à la randonnée. Donc là, on a une intéressante. Celle de comment développer une identité. Et moi, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Mériem, parce qu'il y a un sujet qui est vraiment important, c'est que peu importe l'identité qu'on décide d'avoir, parce que finalement, le Maroc a décidé d'être une destination golfique, mais il n'y est pas parvenu. Donc, ça ne suffit pas de décider de son identité. Oui, comment c'est mis en œuvre, qu'est-ce qu'on met en place aussi. Voilà, tout ce qui va avec. Les filières. D'où la nécessité du métier à avoir. Alors, on a une réflexion assez intéressante de Sophia, notre invitée, qui nous dit, alors ça c'est pour les étudiants, les complexes à partir du 1er janvier 2024 vont devenir des entités autonomes et privées. Ils vont pouvoir recruter justement des marketeurs de vos écoles. Donc, à vos CV, voilà, le message est passé. On n'a pas d'autres... Alors, on a des remarques, mais on n'a pas vraiment... Est-ce qu'on peut créer un besoin de différents genres de sport et pas arrêter sur le foot? Bon, ça, on en a parlé. Le sport peut être une finalité dans un territoire. Le sport peut être un moyen pour un territoire. Ok, donc c'est juste une réflexion. Donc voilà, si on n'avait plus de questions, on a beaucoup débordé sur le temps. On a encore plein de choses à dire.
Mais là, je pense que, je ne sais pas si Meriem et Atman, on va commencer par Meriem, pour clôturer un peu ce débat en quelques mots. Alors, moi, je dirais En tout cas, effectivement déjà que qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça et quel message on peut transmettre aux étudiants qui nous écoutent? alors moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, c'est un métier, le métier du tourisme est passionnant. Alors nous, qui avons découvert le sport dans le tourisme, bah, c'est encore, vraiment un super truc. Ça nous permet, nous, d'évoluer, de se challenger, et cetera. Et puis, en fait, on a compris que le sport est, quelque chose qui est dans la tendance et qui est dans l'avenir. Et se spécialiser dans le sport par rapport, faire du sport dans nos agences, heu, c'est quelque chose qui est vraiment primordial si on a envie de se développer. Et je pense qu'après corona, on a compris il fallait pas rester sur un segment, ça c'est sûr et certain, on ne pouvait que se diversifier. Et le sport était effectivement un segment clé, un segment important dans l'évolution de nos agences. Et qu'aujourd'hui, nous, qui n'avons jamais fait de marketing sportif, qui n'avons jamais étudié, ben, comme on a fait pour le digital, parce que comme je vous ai dit, il y a 20 ans, ben, on a fait du marketing. J'ai pas le même âge que Ekman, mais moi, j'ai fait du marketing. Et effectivement, il y a quelques années, ben, il fallait qu'on rentre dans le digital. Plus Il jeune. fallait Qu'elle voulait dire quoi? qu'on intègre dans le digital. Aujourd'hui, ben, on intègre le sport. C'est ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'on évolue, on apprend à faire à mesure et on intègre les choses parce que aujourd'hui, par exemple, si on doit attendre les groupes non sportifs, ben, on peut attendre. Il y a une guerre, voilà, qui est indépendante de notre volonté. Et ben, vous avez plusieurs groupes qui sont annulés sur les 6 mois à venir. Ouais, c'est Voilà, des et donc impacts il faut remplacer. directs. Voilà, direct. Alors il faut remplacer, il faut trouver des nouvelles idées, il faut innover dans notre métier. C'est ça qui est super. À part le fait qu'on ait des résilients et qu'on travaille tout le temps parce qu'on subit tout, ben, on doit innover, on doit travailler. Et le sport fait partie de la stratégie, par exemple, de mon agence dans les 10 ans à venir. Ça, c'est sûr et certain. Merci Meriem. Atman, un petit mot pour conclure pour ces étudiants qui nous écoutent. Bah, écoutez, 1 heure, c'est court, hein, on n'a pas pu parler de tout. On a essayé de soulever quelques Ah ouais. problématiques, notre avis, etc. Du coup, pour faire un condensé des choses qu'il ne faudrait pas oublier globalement, et je les invite à continuer la réflexion par eux-mêmes et à chercher. Euh, le sport, c'est un merveilleux vecteur de tout un tas de choses. On arrive à faire plein de choses aux gens à travers le sport. C'est un super vecteur de développement social. C'est un super vecteur de projets sur le genre, par exemple. Il y a énormément de projets d'empowerment des femmes ou des jeunes filles à travers le sport. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à se sortir des obstacles qu'ils rencontraient, de certaines marginalisations, de certains manques d'accès à certaines choses, comme l'accès à l'éducation, l'accès à des conditions de vie décentes, etc., grâce au sport. Donc le sport permet ça beaucoup plus rapidement que n'importe quoi d'autre en fait. Ou peut-être que certains outils dans le digital, mais en dehors du digital, de la programmation, etc., le sport, c'est vraiment un vecteur très puissant et très rapide de développement social, de développement durable aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais s'il y a bien un élément qu'il faudra absolument garder au centre de toutes les réflexions autour du sport, c'est le développement durable. On a parlé de tourisme de montagne. Le tourisme de montagne, c'est un super outil d'écotourisme. C'est un super outil de réduction de l'impact carbone des voyageurs, puisque c'est un tourisme qui est quand même très, très vert. Donc, à part le trajet en avion, tout le reste de son voyage, c'est quand même un voyage à impact zéro. En tout cas, sur place, c'est un impact zéro. Et du coup, comme il y a des sports comme ça qui sont verts par définition, ça nous incite davantage à penser au développement durable, même dans les autres sports. Même si parfois c'est juste un symbole, comme la Formule I qui est à Marrakech. On a de la Formule 1 électrique. Enfin, c'est pas de la Formule 1, mais c'est de la course électrique. C'est un symbole fort envoyé pour commencer à réfléchir à toutes les problématiques de développement durable autour du sport. Donc la formation, ça, on en a parlé. Donc pour moi, c'est vraiment les trois éléments absolument essentiels.
Il y a tous les éléments au niveau, toutes les réflexions autour de la protection de l'environnement, autour de la formation et autour du développement social. Ça, ce sont 3 choses que le sport permet de faire très, très efficacement. Et il faut absolument les garder au centre des réflexions pour que le Maroc puisse se hisser en tant que destination de premier choix. Parce qu'on a parlé de comment faire exister le Maroc à l'international, comment le faire exister comme destination de tourisme sportif, comment l'enregistrer sur les calendriers, etc. Mais bientôt, il faudra absolument qu'on soit aux normes de développement durable pour pouvoir exister sur ce calendrier. Parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de fédérations, beaucoup d'événements vont commencer à exiger des pays d'accueil de respecter un certain cahier des charges pour pouvoir accueillir ces événements. Et ce cahier des charges comportera énormément de conditions sociales, environnementales, quant au genre, etc. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on n'oublie pas ces aspects-là dans nos projets de développement et surtout ne pas tomber dans le travers de penser uniquement au développement immobilier, penser grands travaux, penser grands équipements et oublier ces aspects qui vont faire qu'ensuite la gestion de ces infrastructures, la gestion de ces équipements va être efficace et aux normes internationales. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, il y a du travail. La route est belle, il y a encore plein de choses à faire. Il y a de la place pour l'innovation, il y a de la place pour le digital, il y a de la place pour toutes les bonnes idées qu'on peut apporter. Ouvrez-vous l'esprit, allez voir ce qui se passe ailleurs. N'oubliez pas d'aller voir aussi du côté des formations à Ostelia et SMS pour les formations dans le domaine du sport et du tourisme. On a justement la Coupe du Monde qui va ouvrir aussi énormément d'opportunités sur les métiers du sport. Et tout ça ne peut aller que dans le bon sens. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Et j'espère qu'on se reverra très, très vite. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Mariam. Et merci à Ostelia et à Sports Management School pour l'opportunité. Merci Zineb. Merci à vous. Bye bye.